Bonjour. Putain, c'est complètement blindé, hein. Bravo, hein. Alors, je suis très content d'être là parce que je vais vous parler de quelque chose qui a pas mal de relations avec ce que Léa vient de nous raconter. Il y a une vision du futur, après on va revenir sur Terre, mais il y a une vision du futur il y a trois visions du futur qui se télescopent, qui sont intéressantes. La première, c'est que, en fait, il y a l'univers des futurs possibles qui permettent de voir tout ce qui va pouvoir se passer, et je pense que c'est là que Léa nous a emmenés. Il y a quelque chose sur lequel on passe beaucoup de temps et qui n'est pas très intéressant, c'est le futur probable. Alors là, on fait des hypothèses dans tous les sens. Et puis il y a une troisième notion qui, là, peut provoquer quelque chose, qui est le futur souhaitable. Et en fait, Make.org, que je vais un peu vous raconter, a pour but d'essayer d'aller vers un futur souhaitable, plus que probable, et bien sûr dans l'univers du possible. Alors, tout ça, on appelle ça crowd créativité. Pourquoi? Parce que tout part de la foule. Tout parle en l'occurrence, on va s'intéresser à un sujet sociétal, donc tout parle de citoyens en très grand nombre. Quand on parle de citoyens en très grand nombre, le but c'est que on puisse vraiment faire sortir de la créativité, mais pas pour la créativité. La créativité n'a de sens qu'en l'occurrence si elle se transforme en action et si elle permet d'avoir un impact sur la société. Et c'est pour ça que j'ai créé Make.org il y a maintenant 2 ans. Donc, qu'est-ce qui a poussé la création de Make.org? C'est une certaine vision, tout d'abord assez pessimiste, de l'état de nos démocraties. Aujourd'hui, on a des démocraties, je parle des vieilles démocraties occidentales, disons l'Europe, les pays européens, qui sont extrêmement fragiles. Le sentiment que j'en ai, c'est qu'elles sont fragiles tout d'abord par une impuissance publique, par le fait que, pour plein de raisons, le blocage des pays, l'interconnexion des pays entre eux, de l'économie et du politique, pas pour des raisons de personne, mais les marges de manœuvre de la force publique sont de plus en plus faibles. Que ce phénomène-là a eu un cortège de conséquences, dont la première a été un désengagement citoyen. En fait, depuis 20 ans, on a réalisé que, implicitement, son bulletin de vote n'est pas forcément si déterminant de l'environnement dans lequel on vit. Et on a vu une vague de désengagement du processus électoral, un désengagement en conséquence de l'intérêt général au profit des intérêts particuliers. Et ce désengagement a été un des facteurs de blocage de la force publique. Donc, un cercle pervers qui, depuis 10 ans, a eu un impact fort sur la démocratie en tant que telle. Mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est ce que ça a généré derrière, et ce qu'on vit tous. C'est que dans ce désengagement du processus électoral, on a été vers une société qui s'est fragmentée, avec une part commune qui se réduisait. En fait, on est maintenant dans un monde qu'on appelle pluriversel, où chacun va composer son identité de plein de facteurs. Le pays d'où je viens, le pays où je vis, le niveau de richesse, la couleur de la peau, le métier, plein de petits ingrédients. Et dans ces ingrédients-là, la part commune qui est liée à l'endroit où on habite, c'est-à-dire les institutions démocratiques, c'est-à-dire le territoire, est devenue de plus en plus faible. Au point qu'il y a maintenant une tension entre des institutions démocratiques, un système démocratique qui est par définition à base géographique, et en face une société extrêmement morcelée sur laquelle le système a de moins en moins de prise. Si on tire le fil un peu plus loin, on peut arriver à des sociétés qui explosent. Je pense que les États-Unis, c'est vraiment une société qui se coupe en deux. Le but ici n'est pas de faire de politique, hein. L'idée c'est vraiment d'essayer de comprendre ces différents systèmes. Et on peut utiliser en tout cas, on peut évoluer vers une démocratie qui n'a plus de prise sur la société. Et c'est une inquiétude majeure. 25% des gens considèrent aujourd'hui que la démocratie n'est pas le bon système. Donc ça a été le point de départ de la création de Make.org. En face de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un élan, une envie de s'engager de façon non politicienne vers la société qui n'a jamais été aussi haut. Ça fait plusieurs années qu'un institut mesure chaque année, est-ce que vous êtes prêts à vous engager dans des causes d'intérêt général? Depuis 5-6 ans, le niveau s'est établi à peu près à 50%, ça veut dire 50% le font, il y a 50% qui le disent. L'année dernière, c'est passé à 72%.
Un petit peu l'effet paradoxal, hein, le système électoral, finalement, on n'y croit pas, les élections ne sont pas forcément synonymes de réconciliation nationale, mais on a envie de s'intéresser à l'intérêt général. D'ailleurs, pour être sincère, pas par vertu, pas parce que les besoins primaires sont satisfaits, secondaires, tertiaires, donc maintenant on va s'intéresser aux autres, beaucoup plus par anxiété, par peur. Deuxième phénomène très positif, c'est que les entreprises sont en train de basculer. Alors je veux dire quelque chose qui a l'air à la fois extrêmement banal, mais qui est extrêmement réel dans le fond, c'est que la très 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 grande majorité des très grandes entreprises, pour des raisons généralement liées à leur propre transformation, la propre risque sur leur marché, se donnent aujourd'hui l'obligation de prouver leur contribution sociétale. Elles sont obligées de dire à quoi elles servent dans la société, indépendamment d'avoir des jobs, indépendamment de payer des taxes, quel est leur rôle dans la société. Et si elles ne le font pas, elles ont des problèmes RH monumentaux. Il y a des groupes qui ont vu baisser de 40% le nombre de CV entrants dans les dernières années. Les gens s'en vont au bout de 3 ans. Mais de façon générale, elles n'ont aucune résilience, si elles ne font pas ça, face à des nouveaux acteurs qui, potentiellement, économiquement, sont beaucoup plus performants qu'eux. Donc, aujourd'hui, les entreprises recherchent le moyen de s'engager dans l'intérêt général. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait, Make.org? On a réuni ces phénomènes et on a construit une entreprise dont la mission est d'engager les citoyens, les associations, les entreprises dans la transformation positive de la société. Alors, tout ça, c'est que des mots. La réalité, c'est comment on fait. Alors, comment on fait? On a construit un principe, c'est le principe des grandes causes. Les grandes causes, on les a, ça c'est les 6 premières qu'on est en train de faire. Ce sont des programmes de 3 ans autour d'entreprises, autour d'associations et autour de l'ordre de 500 000 citoyens, donc assez massif, pour en 3 ans transformer la société et faire avancer un des sujets par des voies non politiques. On n'est pas en train de parler ici de se réunir, de faire des pétitions pour que les pouvoirs publics changent. On est en train de se dire, voilà, quand on est tous ensemble, dans plein des domaines, on est bien plus efficace que les pouvoirs publics. Donc sur lesquels on a travaillé. On a travaillé l'année dernière sur réinventer le travail. Et ça a abouti à une action, c'est une petite grande cause, mais à une action qu'on est en train de mettre en œuvre avec Microsoft, qui est, en travaillant là-dessus, on a réalisé qu'il y avait un vrai sujet autour du décrochage scolaire, les chemins de la créativité. Et que en fin de 3e, les gars qui décrochaient scolairement, ils sortaient des radars, et donc du coup, on n'arrivait plus à les récupérer, alors qu'il y avait plein de solutions qui existaient, comme l'école de la deuxième chance, comme Simplon, il y a plein de solutions de réinsertion. Et on a travaillé sur un modèle Big Data pour identifier les décrocheurs avant qu'ils ne décrochent. Un peu du Minority Report du décrocheur scolaire, de façon à avoir 10 000 pré-décrocheurs qu'on puisse travailler à partir de la fin de cette année-là. Ensuite, on a lancé, et là je vais vraiment faire un focus dessus, une grande cause pour lutter contre les violences faites aux femmes, qui a été préparée bien avant l'affaire Weinstein, mais qui a été lancée le 25 novembre. On vient de lancer il y a 3 semaines comment mieux vivre ensemble, comment reconstruire du lien social, et je vais vous en parler aussi. Au mois de juin, on va lancer comment rendre la culture accessible à tous. Dans le 5 avril, on lance comment donner une chance à chaque jeune. Et à la rentrée, on lance comment mieux prendre soin de nos aînés. Donc des problèmes sociétaux larges. Et on a inventé, en conséquence, une méthode qui permet d'adresser et de vraiment résoudre, en tout cas changer radicalement ce problème à l'échelle nationale. Alors la méthode, elle est très simple. Il faut bien comprendre que c'est sur 3 ans. Elle comprend 3 parties. La première partie, c'est la consultation. En fait, sur 3 ans, ça dure 2 mois. C'est une petite partie. Mais c'est une partie où on va aller recruter 500 000 personnes. Et c'est là où la crowd créativité, pour reprendre l'anglicisme, demi-anglicisme, arrive. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va non seulement faire entrer 500 000 personnes dans cette cause, on va les faire entrer par le fait de leur poser simplement la question comment, en l'occurrence, lutter contre les violences faites aux femmes. Ce qui va sortir de cette première phase, comme on va le voir, c'est plein d'idées nouvelles, mais
Mais ce n'est pas tellement ça le plus intéressant. Ce qui va sortir de cette phase, c'est la compréhension fine concernant toutes les idées pour lutter contre les violences faites aux femmes, où sont les consensus d'engagement, c'est-à-dire les endroits où les gens sont prêts à s'engager, où sont les consensus d'adhésion, c'est-à-dire là où ils sont tous d'accord pour aller dans le même sens, et où sont aussi les domaines dans lesquels les gens ont l'impression qu'ils peuvent agir. C'est un critère de faisabilité. Donc cette crowd créativité, elle contient non seulement les idées, mais également leur mise en œuvre, la capacité de mettre en œuvre. Et c'est pour ça que cette phase de recrutement, elle est très importante, parce qu'elle permet de comprendre, mais au-delà de comprendre, elle permet aussi de passer à l'action dans un deuxième temps. Ce qui nous mène à la phase de transformation. La phase de transformation, on va confronter ce qui a émergé de ces 500 000 personnes avec toutes les associations de référence sur le sujet en donné. Et c'est là-dessus qu'on va construire une dizaine d'actions, un plan d'action qu'ensuite on va mettre en œuvre pendant 3 ans jusqu'à ce qu'on ait atteint l'impact qu'on souhaite. Donc je vais être très concret, je vais vous raconter comment ça s'est passé pour les violences faites aux femmes. L'objectif, c'est de réduire de 15% les violences faites aux femmes en France en 3 ans. Donc c'est un objectif assez massif. Donc premièrement, on a monté la coalition. Donc la coalition, en l'occurrence, ça a été 2 groupes qui ont été les partenaires fondateurs Kering, Facebook, d'autres groupes et d'autres médias qui sont venus se joindre à nous. Et puis 32, alors je ne sais pas s'il est à jour, en tout cas il y a les 32 associations féministes de référence. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler entre elles, mais en revanche qui travaillent sur le sujet depuis 10 ans, 20 ans, parfois 30 ans. Donc, quand on arrive en disant on va avoir des idées nouvelles, il faut les prouver parce qu'elles savent ce que c'est et elles ont aussi une conscience de la dureté du sujet. Par exemple, la FNSF, qui est l'association qui gère le 3919, qui est le numéro des femmes battues, plusieurs fois par mois sont au téléphone avec une femme qui est pas loin de mourir à cause des coups qu'elle a reçus. Donc on est sur un sujet pas léger. Elles ont toutes accepté de nous rejoindre. À partir de cette consultation, on a fait un énorme événement, on a une centaine de parrains et de marraines qui nous ont rejoints, on a fait ce qu'il fallait faire pour le 25 novembre devenir l'initiative chapeau de la société civile, et on a été posé la question comment lutter contre les violences faites aux femmes à peu près 8 millions de personnes. Donc on a utilisé les réseaux sociaux, c'est des campagnes payantes, hein. On a été acheter un reach de 8 millions de personnes à qui on a posé cette question-là. On a eu 430 000 personnes qui ont répondu. Répondre, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire soit donner une réponse, on en a eu 4 300, soit prendre position sur les questions des autres. Et on a eu 1,2 million de votes. Là, on rentre un peu dans l'algorithmie. Grâce à ce volume-là, qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti des 4300 propositions et on les a regroupées par idées. En fait, plein de propositions voulaient dire la même chose. Donc on les a regroupées par idées, ça nous a donné 154 idées différentes. Chaque idée étant représentée par un certain nombre de propositions. Ces 154 idées, avec un algorithme, on les a confrontées aux 1,2 million de votes. C'est-à-dire que comme on savait que les gens allaient voter sur les propositions, on a fait apparaître les idées suivant une séquence algorithmique qui a permis de créer une compétition entre les idées. Et de savoir sur chacune des idées laquelle était la plus engageante, laquelle était la plus générait le plus d'adhésion, laquelle était la plus faisable. Et enfin, au sein de chaque idée, on a créé une compétition entre les propositions citoyennes qui reflétaient cette idée. Donc on a créé une forme d'intelligence. Alors c'est une intelligence qu'il faut mettre entre guillemets, parce que les gens n'ont pas travaillé entre eux, ce n'est pas de l'intelligence collaborative. Nous on appelle ça, on a en fait mesuré la part d'estomac. Où sont les zones où les gens sont prêts à s'engager, sont tous d'accord et considèrent que c'est faisable de le faire. Et ça a été ça le travail de ces 2 premiers mois. Alors, parallèlement, on a aussi identifié, on ne l'utilise pas, mais c'est ce qui est le plus intéressant à regarder, les principales controverses.
c'est-à-dire les idées qui génèrent énormément d'engagement, mais en revanche avec une position par rapport à l'engagement, enfin, avec des avis qui sont très différents et très motivés des deux côtés. Donc c'est ça l'intelligence qu'on a extraite de cette phase de collaboration. Ça nous a permis de regarder le degré de représentativité, non seulement entre les hommes et les femmes, mais les tranches d'âge et la géographie. Donc on a regardé tout ça. Ça nous a permis de faire une analyse thématique, mais au-delà de ça, de classer toutes les propositions entre celles qui sont actionnables, c'est-à-dire celles qui ont beaucoup d'engagement et beaucoup d'adhésion, celles du milieu qui sont les controverses dont j'évoquais tout à l'heure, et celles de droite qui sont les repoussoirs. Qui sont très intéressantes aussi, les repoussoirs. Hein. C'est-à-dire celles qui génèrent énormément d'engagement, je n'oserais même pas vous dire les repoussoirs, tellement il y en a qui sont naturellement un peu extrêmes. Donc ce travail-là, on l'a fait, et on est arrivé à ce qu'on appelle 17 idées gagnantes, 5 controverses et 3 repoussoirs principales. Et puis on a fait une analyse sémantique de 60 pages, mais globalement, il y a au-delà des idées elles-mêmes, l'image de la femme et le concept du viol ont été absolument transversales, beaucoup plus que des concepts comme le harcèlement ou comme d'autres. Donc ça a été une partie très analytique. On a donc recruté 430 000 personnes qu'on va pouvoir passer à l'action dans un deuxième temps, et on a compris cette zone-là avec 17 idées sur lesquelles on peut s'appuyer. Deuxième étape, les ateliers de transformation. Donc là, on a fait une quinzaine d'ateliers avec toutes les associations, les citoyens qui ont été à l'initiative des 17 propositions qui ont émergé, les partenaires, la ministre Schiappa est venue faire un atelier entier toute une après-midi. On a rassemblé comme ça des gens très divers, et on est parti de ce qui est sorti, des idées émergentes, et on les a fait travailler sur comment on pouvait les transformer en action. Et c'est là où il y a eu quelque chose de magique. En fait, on aurait pu décider dès le départ de mettre toutes les associations autour de la table et dire bon, bah, ensemble, on va inventer des nouvelles actions auxquelles vous n'avez pas pensé depuis, ou que vous n'avez pas osé penser depuis 30 ans. Ça n'aurait pas marché. La légitimation qu'a donnée l'émergence populaire, la légitimation de cette partie-là a permis le travail collaboratif entre les associations. La deuxième magie, c'est que dans la première partie, quand les gens donnent des idées, disent c'est bien, c'est pas bien, alors ils ont la possibilité en plus de dire c'est faisable, c'est banal, enfin, quand les gens votent, vous le verrez dans 5 minutes, parce que je vais vous faire voter, dans cette première partie, les champs de contraintes, ils n'existent pas. Quand on dit c'est bien, on ne dit pas c'est bien mais ça coûte trop cher, ou entre celles-là, je préférerais plutôt qu'on fasse ça. C'est une sorte de matière extrêmement brute. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé un moyen de confronter cette matière brute, justement, au champ de contraintes grâce à ces associations dans un deuxième temps, et c'est ça qui a donné vraiment des résultats forts. Il est sorti de tout ça, alors je vais trop vite, il est sorti de tout ça un plan d'action qu'on a sorti il y a 2 semaines, de 8 actions. Donc je vais vous raconter ces actions, et vous allez voir que tout ce process a mené à des choses extrêmement concrètes, et que c'est comme ça qu'on va travailler. Donc, si je reviens sur cette notion de crowd-créativité, la crowd-créativité, ce n'est pas simplement d'avoir des idées qu'on n'a jamais eues, c'est d'avoir des idées qu'on n'a peut-être jamais eues, mais qui ont une capacité à se mettre en œuvre. Et ça, c'est le problème de toutes les organisations, c'est le problème des entreprises. Les entreprises, le point principal des entreprises en transformation, c'est qu'elles n'arrivent pas à se mettre en œuvre. Il y a plein d'idées, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, mais la bande passante pour qu'elles soient mises en œuvre est très compliquée. Donc la crowd-créativité, c'est un appel à la co-construction finalement de solutions qui du coup sont nativement en capacité de changer les choses. Donc les 8 actions auxquelles on est arrivé, c'est celle-ci. Certif soutien femmes, on a travaillé avec une boîte qui s'appelle Open Classroom, et on a construit des modules de formation des fonctionnaires, donc là principalement des policiers, des gendarmes, mais aussi il y a un système pour les médecins et aussi un système pour les éducateurs, du traitement d'une personne victime de violences faites aux femmes et d'identification des enfants qui sont exposés aux violences dans leur foyer. Alors les pouvoirs publics ont intégré ça
dans les formations initiales des policiers. On est arrivé vers eux en disant on a un système qui permet de former le stock, c'est-à-dire de former jusqu'à 50 000 fonctionnaires par an, dès maintenant, ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. Donc ça, initiative complètement privée et qu'on est en train de mettre en place. Deuxième idée, Cartoon Plus. On a mis autour de la table le CSA, le CNC, toutes les chaînes de télé et la plupart des producteurs sur la manière d'intégrer dans les dessins animés de la sensibilisation par rapport aux violences faites aux femmes. Alors ça va de thèmes très légers comme l'égalité, le respect, à des thèmes qui peuvent être plus compliqués comme le harcèlement ou les violences conjugales. Alors ça peut sembler un peu touchy, donc on le fait avec beaucoup de précautions. Mais rappelez-vous, le thème de Titeuf a eu un rôle sur, par exemple, le divorce. Le fait de parler du divorce dans les dessins animés a été quelque chose qui a été important. Donc on a un vecteur de sensibilisation qui est beaucoup plus fort que toutes les campagnes qu'on pourrait imaginer. Alors là, c'est une action très simple. Le 3919 est géré par une association, un numéro pour les violences conjugales. Il était urgent de l'ouvrir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de l'ouvrir en chat. Donc là, on accompagne l'association pour lui permettre ça. Abri d'urgence, on a travaillé avec Booking sur la construction d'un service nourri par les grands groupes hôteliers qui permet de mettre à disposition jusqu'à 40 000 nuitées par an pour les femmes qui ont urgemment besoin d'être sorties de leur foyer avec leurs enfants pendant des très courtes durées. Il y a des solutions d'hébergement d'urgence, mais qui mettent une semaine à se mettre en place et qui sont sous-capacitaires. Là, on voulait traiter la phase d'urgence absolue, la phase du départ. Mémo de vie, c'est aussi sur les violences conjugales. Le processus pour aller jusqu'au dépôt de plainte est un processus qui prend énormément de temps. Et généralement, quand on arrive au bout du processus et qu'on commence à déposer plainte, on est dans un état psychologique qui ne permet pas de reconstruire l'histoire, qui ne permet pas vraiment d'être... C'est une des raisons principales du fait que le taux de dépôt de plainte qui sont donnés sans suite est gigantesque, c'est qu'il n'y a plus d'espace mental pour se défendre à ce moment-là. Mémo de vie, on l'a inspiré d'une expérience américaine d'ailleurs. C'est un service digital hyper simple, où quand vous commencez à subir des violences, en moins de 30 secondes, vous prenez une photo, vous avez date certaine, vous avez lieu certain, vous faites un descriptif, vous envoyez, ça sort de votre téléphone. Vous commencez à être dans un processus de « ce qui m'arrive n'est pas normal », et le jour où vous arrivez et que vous voulez déposer plainte, votre dossier il est préconstitué. Campagne témoin, ça, on a travaillé beaucoup avec Île-de-France sur des campagnes. Quand on pense aux violences de rue et aux violences des transports, en fait, la seule action qui est à la hauteur du sujet, c'est la réaction des témoins, l'activation des témoins qui sont autour. Si on arrive à agir là-dessus, on arrive à agir sur le mal. Sinon, on peut faire des campagnes, on peut mettre des lois, mais ça ne changera rien. Donc, campagne témoin, ça, c'était une initiative qu'on a construite avec la région Île-de-France. On va tester les résultats et on l'étendra sur les autres régions françaises. Pas seul. C'est pour parler du harcèlement en entreprise et surtout des violences en université, qui est une sorte de gros tabou dont personne ne parle. Le principe est très simple, c'est une plateforme où vous déclarez si vous avez été de façon extrêmement confidentielle, si vous avez été victime, et à ce moment-là, vous êtes mis en contact avec les gens, avec les personnes qui ont été agressées par le même agresseur. Donc c'est de regrouper les victimes d'un même agresseur. Et enfin, je suis citoyen. C'est plus large que les violences faites aux femmes. C'est une application où vous décrivez ce que vous êtes prêt à faire s'il se passe quelque chose dans votre environnement. S'il y a un accident, s'il y a un incident, si quelqu'un se fait attaquer, si vous savez utiliser un défibrillateur, si quelqu'un a perdu son enfant, est-ce que vous êtes prêt à l'aider, à le rechercher? Et ce qui permet donc à la communauté de pouvoir activer des aidants. Et par exemple, si vous êtes attaqué dans le métro, vous pouvez faire sonner les téléphones des gens qui sont autour de vous, qui se sont déclarés prêts à le faire. Vous pouvez demander à être accompagné chez vous. Donc, c'est des systèmes d'activation de bienveillance, de cercle de bienveillance autour de vous. Donc maintenant, on va passer dans la phase d'accélération. Tout ce que je viens de dire, c'est le début du système. On a sorti le plan d'action il y a 3 mois. On est en train de le financer et de le mettre en place. Ça nous mène à une deuxième grande cause. Parce que là, c'était vraiment, vous avez le début, hein, on n'a pas encore les impacts malheureusement. Mais une deuxième grande cause qui est comment mieux vivre ensemble.
qui était une grande cause qui a été faite avec Blablacar, Orange, Accor-Hôtel et la mairie de Paris, et avec une petite particularité, c'est que la plupart de la consultation se fait dans les Blablacar. Là, en ce moment, si vous prenez un Blablacar le vendredi ou le dimanche, ce sont les 2 gros jours, vous recevez un message de Frédéric Mazzella qui vous dit vous allez passer 3 heures ensemble pour aller à Lyon, je ne sais pas combien de temps pour aller à Lyon, si vous en profitiez pour trouver toutes les solutions possibles pour recréer du lien social et mieux vivre ensemble. Donc on utilise cet espace un peu magique de ce qui se passe dans la voiture comme étant un facteur d'action. Donc sur celui-là, le point de départ, c'est 2 chiffres assez terribles. 84% des Français dépeignent une cohésion sociale fragile, voire inexistante. Et surtout, celui-là, c'est ce qu'on appelle l'extrême solitude. 4 millions de Français ont moins de 3 conversations personnelles par an. Donc on parle de quoi? On parle de l'isolement urbain, l'isolement rural, l'isolement des personnes âgées. Et puis on parle aussi directement de la fragmentation de la société et du fait qu'il y a une zone commune qui se délite et sur laquelle on peut agir. Sur cette partie-là, elle est partie il y a 2 semaines, donc on commence à avoir énormément de propositions. Mais ce que je vous propose, c'est que vous preniez 5 minutes pour aller l'utiliser. Donc c'est mieuxvivrerensemble.org sur votre téléphone. Vous allez tomber sur le pourquoi de cette consultation. Vous allez directement sur accéder et puis vous allez voter. Et puis si vous êtes inspiré, vous proposez quelque chose avec le bouton en haut à droite. Sinon, vous faites 2-3 votes. Et puis si vous êtes tous ensemble, peut-être qu'on va réussir à faire exploser le serveur. Ce serait quand même un succès. Donc si ça ne marche pas, parce que 300 personnes pièces systématiques, c'est un peu particulier. Et pendant que vous faites ça, je vais peut-être prendre quelques questions. Exactement. Bon, alors 300 votes en plus, ça c'est pratique. Ça, là, comme ça, d'un coup. À la fois, moi je l'ai fait hier, donc ça marche bien. Ça va assez vite, mais c'est vrai que pendant ce temps-là, on va vous poser quelques questions qui sont nombreuses via Slido. Je laisse commencer. Ouais, les questions classiques concernant ces processus-là. Comment faire pour que la multitude ne concorde pas sur des idées les plus simples et les plus populistes, ce qui est un écueil classique des démocraties. Bon, bref, les écueils de la démocratie, quoi. Qu'est-ce que tu as à répondre à ça? Est-ce que la foule, parfois, c'est du populisme? En fait, c'est pas du populisme. Il y a beaucoup d'idées banales. C'est pour ça que si vous expérimentez, dès que vous votez oui, on vous demande de qualifier, si vous le souhaitez, le fait que ça soit banal. On a besoin de nettoyer les idées, il faut arrêter qu'il y ait de la guerre, etc. Ce qui est déjà bien. Ce qui est déjà bien. En revanche, la nature des... on a des propositions populistes. Enfin, populiste, je ne sais pas ce qu'on veut dire, mais en tout cas, voilà. Simple, un peu simpliste. En revanche, ce n'est pas elles qui génèrent de l'adhésion. C'est-à-dire qu'on les retrouve soit dans les repoussoirs, soit dans les controverses, mais quand on est une zone d'adhésion, on a vraiment une zone d'adhésion sur 400 000 personnes qui ne sont pas extrêmement représentatives, mais qui sont couvrantes de toutes les démographies. On est sorti de ces zones-là. Donc la démocratie reste le meilleur des systèmes, tu nous rassures? Là, il faut la réactiver, parce que pour le moment, c'est un peu dangereux. Ouais. Mais c'est vrai que c'était la première fois où on a lancé la première questionnaire, on avait les genoux qui tremblaient, hein, parce que là, tous les week-ends, nous, on fait la modération et on voit un petit peu. Et finalement, il se trouve que c'est vraiment c'est devenu très constructif. Alors, une autre question de Danaï. Comment donner de la visibilité à ces différentes solutions pour toucher les victimes concernées? Parce que c'est vrai que les propositions sont bien, mais il faut les faire connaître. Alors là, en l'occurrence, on s'appuie extrêmement sur les violences faites aux femmes, sur les associations. D'accord. Qui ont un réseau, déjà. Qui ont leur propre réseau. Et puis, donc, par exemple, pour Pas seul et Mes mots de vie, ce sont les associations qui vont le déployer. En revanche, sur Je suis citoyen, là, on est en discussion avec la journée citoyenneté et défense et citoyenneté, qui est le service militaire d'un jour là, auquel tout le monde passe, pour que ça soit systématiquement installé dans auprès des 800 000 personnes qui passent par an dedans. Et on travaille aussi avec les caisses de retraite. Au moment du passage à la retraite, il y a un moment d'engagement citoyen particulier de façon à atteindre les tailles critiques. Donc quand c'est nécessaire, on construit aussi le plan marketing autour. Ok, je pense que vous avez eu le temps de pianoter un peu et de voir comment makema.org fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur votre expérience qui sont émergées? Des questions dans la salle? Non.
On te laisse conclure. Il y a une question. Une. À la fin, on va revenir à la fin pour des questions. Oui, madame, on vous connaît. Hein. Question courte, s'il vous plaît. Ah bah oui, bah... Je sais que c'est difficile, mais si vous pouvez. Excusez-moi. C'est juste que, justement, j'aurais eu envie de... Je ne peux pas le parler, c'est trop compliqué, c'est trop long. Eh ben, on passera du temps après, si vous voulez, pour le à la fin. Je suis axée dessus, je suis dessus, mais voilà, et on est quelques-uns. D'accord. Et on sait faire à l'intérieur, mais voilà, il y a... Très bien, bah, je vous propose qu'après la session, je vienne vous voir et qu'on regarde. Merci beaucoup. Et ça vaut pour tout le monde. Axel, tu as pris ta matinée. Et je suis bloqué. Ok, cool. On te laisse conclure et on revient avec d'autres questions. Comme ça vous laisse le temps de terminer le petit questionnaire. À tout de suite. Alors, je vais vous parler d'une autre grande cause qui est comment mieux prendre soin de nos aînés. En fait, la situation du traitement des personnes âgées en France, je ne vais pas la dramatiser, je l'éclaire juste par quelque chose qu'on ressent tous, hein, puisqu'on est absolument tous dans cette salle, directement, généralement, mais parfois indirectement, en présence de ce problème et de l'inconsistance de la manière dont on le gère, en tout cas individuellement. Donc, Gandhi parle, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses aînés. J'ai un peu changé la phrase pour ceux qui la connaissent, mais je trouve qu'elle reflète bien l'enjeu de cette situation. Là-dessus, je ne vais pas vous en dire plus. On a réuni Clésia, Corian, d'autres EHPAD, aussi l'OCIRP, enfin, des organismes qui sont un peu spécialisés là-dedans. On est en train de réunir toutes les associations. Et là, c'est très, très intéressé sur cette grande cause, comment mieux prendre soin des aînés. J'aimerais énormément réunir, au-delà de tout ça, La Poste. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, et si, dans le groupe La Poste, vous pouvez m'aider, je vous ai mis mon numéro de téléphone, mon 06, mon adresse email. C'est la mission pour La Poste, pour deux raisons. Déjà parce que La Poste a déjà pris des positions dans la silver economy, mais surtout parce qu'il y a un enjeu de réinventer ce qu'on peut faire, et pas simplement comment on peut le faire pour accompagner les aînés. Il y a des idées technologiques, il y a des idées de services. C'est un laboratoire expérientiel énorme, et je pense que La Poste doit faire partie de cette aventure. Donc là aussi, je suis disponible toute la matinée, si vous pouvez m'aider auprès de La Poste, avec qui j'ai déjà des discussions sur le sujet. Alors, dans les 2 minutes qui restent, je voudrais parler de juste un twist qu'on a fait sur ce que je viens de vous dire. Transformer la société, transformer les entreprises, c'est pareil. Et donc, du coup, on a développé une solution qui est à peu près l'équivalent de la transformation de la société, mais à l'interne des entreprises. En fait, on s'aperçoit qu'on peut regarder les entreprises, elles sont en face des très grosses entreprises, de désengagement des salariés, de perte de sens, de faible manœuvrabilité, on en parlait tout à l'heure, de cycles de transformation qui sont trop longs. Tout ça, c'est un point commun très transversable aux entreprises. On a donc développé une offre qui s'appelle Make.corp, qui va utiliser les mêmes processus, mais à l'intérieur, de façon à engager sur les enjeux clés tous les collaborateurs de l'entreprise pour la transformer positivement et durablement. Donc comment ça marche? Ça marche exactement comme les grandes causes, sauf que la consultation qui est initiale, c'est auprès de tous les collaborateurs d'une entreprise. Donc c'est par exemple Sébastien Bazin, CEO du groupe Accor, qui pose à 120 000 salariés la question « Comment améliorer la satisfaction client ?» Et sur la base de ce qui ressort, on réunit le COMEX, on réunit les différents collaborateurs qui ont été initiateurs d'idées qui ont émergé, qui ont rencontré de l'adhésion, et on est capable de faire quelque chose dont tout le monde rêve en entreprise, c'est-à-dire des chantiers de transformation interne qui sont issus de l'intérieur et donc qui sont pré-ancrés dans une volonté de transformation du corps social. Et c'est le Graal, c'est ce dont tout le monde a besoin pour avancer. Donc, c'est le même principe, je ne vais pas vous le raconter. La réunion COMEX, tout ça, je vous l'ai dit. Et là aussi, ça pourrait être un sujet pour la Poste, mais vous avez déjà mon 06, donc ce n'est pas la peine que je vous en dise plus. Voilà. Donc, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez passé avec moi. Merci, Axel.
Alors, on va continuer avec les questions. Alors, Make.org est une entreprise ou une ONG. Quel est son modèle économique? Et c'est Bertrand qui vous pose cette question-là. Je te rassure, Axel, tout le monde pose ces questions. J'ai l'habitude. Celle-là, elle est importante. Donc, Make.org est vraiment une entreprise à vocation sociétale. Néanmoins, je l'ai construit comme une entreprise commerciale. Pour exister, je dois être indépendant. Quand on veut s'attaquer à des sujets politiques, si on n'est pas indépendant des États, des partis politiques, de ses actionnaires, de ses clients, je n'existe pas. Le problème, c'est que la principale indépendance, c'est de gagner de l'argent. Donc c'était un choix extrêmement choisi de se dire cette entreprise doit gagner de l'argent pour être indépendante. Donc ça a été monté comme une boîte commerciale. En revanche, on a mis une gouvernance extrêmement élaborée avec un comité éthique qui est composé de quelques personnalités, mais surtout d'utilisateurs tirés au sort sur la plateforme et qui peut pratiquement bloquer la direction de l'entreprise si l'entreprise ne va pas par rapport à sa mission. Alors, une petite question moi, qui m'intéresse sur impuissance publique, puissance publique, au service d'intérêt économique. En fait, c'est un peu le grand débat du moment. L'intérêt général qui était entre les mains de l'État est distribué aujourd'hui. Est-ce que c'est une substitution de modèle? Est-ce que finalement l'intérêt général est désormais entre les mains de tous et dévitalise finalement le fameux État-providence tel qu'on l'a connu? En France, spécifiquement en France, on a deux totems qu'il faut fracasser. C'est l'État est en charge de l'intérêt général. Ça faut arrêter. L'État n'y arrive plus. Ils n'ont plus les moyens, ils ne savent plus le faire. Et le deuxième, c'est tu me fais peur. Le vote est l'unique moyen d'expression populaire. Okay. D'accord ? Quand on pose aux politiques, qu'est-ce que vous attendez des électeurs entre les élections? Généralement, il y a un petit blanc de 30 secondes avant qu'ils arrivent à trouver quelque chose. C'est un vrai sujet de casser ces totems-là. Pourquoi on ne le fait pas pour un mode substitutif? On n'est absolument pas prêt, et ce n'est pas la vocation de faire une sorte de démocratie alternative, démocratie liquide. Enfin, il y a plein de noms, plein de concepts. Le sujet qu'il y a derrière, c'est une réactivation de la démocratie. Et pourquoi est-ce que notre sujet réactive la démocratie? Parce que quand vous prenez un quart d'heure, une demi-heure, une heure de quelqu'un en faveur de l'intérêt général directement, quand vous lui redonnez le sentiment de démocratie permanente, comme l'explique Rosan Vallon, vous reconstituez sa responsabilité sur la chose publique. Et dans ce cas-là, vous réactivez le principe démocratique. Okay. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour réactiver les institutions démocratiques qui sont là pour nous protéger. Alors, une autre question concernant le financement. N'est-ce pas un système où les sponsors compensent la baisse des subventions aux associations? Alors, non, parce que les subventions, il n'y a pas de baisse drastique des subventions aux associations, il pourrait y en avoir plus. En l'occurrence, c'est les entreprises qui consacrent de plus en plus d'argent, c'est ça pour ces questions-là, à des questions qui les dépassent, dans la mesure où elles sont capables d'en faire un combat d'entreprise et pas simplement de l'éparpillement de moyens. Question très concrète, on est dans une matinée action. Est-ce que Make.org accompagne la transfo des entreprises une fois que le diagnostic est effectué? Non. Est-ce que derrière, tu vends du consulting? Entre guillemets, c'est ça que ça veut dire? Non, on ne sait pas faire. Donc en revanche, on discute avec des cabinets de conseil qui pourraient le faire, le cas échéant, mais nous, on ne sait pas faire. Alors, une question plus personnelle, mais parce que ça va quand même dans le sens de tout ce que tu nous racontes. Tu disais que tu voulais une entreprise commerciale. Moi, quelque chose qui me dérange, enfin, en tout cas, pas me dérange, mais vraiment, je suis curieuse de ça. Tu étais CEO de Deezer. Tu as été après président de la branche française du réseau Publicis Worldwide. Et là, d'un coup, tu te mets à créer un Agora 2.0. Donc, le CV prestigieux, d'un coup, oups, à la poubelle. Et là, tu te lances là-dedans. Donc, on sent effectivement que tu as envie de faire quelque chose de commercial et de viable. Mais pourquoi d'un coup ce changement? Est-ce que c'est par militantisme? Tu étais un homme engagé, tu t'es dit, il faut que je trouve un sens à ma vie? Non, j'ai jamais été engagé. Jamais? Non. À part aujourd'hui, en fait. À part aujourd'hui, effectivement. En fait, moi, c'est très simple, on le comprend après, pas forcément quand on le vit. Mais mon driver a été plutôt de l'aventure. Quand c'était difficile, infaisable, compliqué, c'est là où j'arrivais à faire quelque chose. Si ce n'était pas le cas, j'avais du mal à être utile à quelque chose. Et en revanche, il y a eu un basculement. Il y a eu un basculement qui est lié à plein de choses, personnel, qui est un cycle personnel, qui est lié aussi à mes enfants. Enfin, je veux dire, j'ai tellement peur de dire des banalités. Mais à un moment, je me suis réveillé, bien avant d'avoir l'idée de Make.org d'ailleurs, avec le sentiment que, donc je vais avoir 50 ans à peu près, quand on a 20 ans, on a plein de cartes et on peut les jouer comme on veut. Et c'est pas grave d'ailleurs, parce que
rien n'est grave. Et puis quand on a 50 ans, on a moins de cartes, mais elles valent plus cher parce qu'on a l'expérience, parce qu'on a les moyens, parce qu'on a pas mal de choses. Et j'ai conclu de cette analyse un jour, subitement, un matin, me dire que le péché capital de ma génération, c'est de garder ses cartes en main. Et donc j'ai eu envie de faire tapis. Et cette libération de me dire, attends, là, vraiment, tout ce qui est de l'ordre de la préservation, c'est délétère. Au contraire, il faut faire tapis parce que ces cartes, on n'a plus beaucoup de temps pour les jouer. Et c'est ce que j'ai fait. Oui, je pense. Bravo, madame. Faut faire tapis. Tapis, banco. Et de fait, c'est un épanouissement. Enfin, c'est une question de Thierry, de Paris. T'es un homme heureux? Ah oui, parce que déjà, il y a la part aventure, sincèrement. Elle est au centuple de celle que j'ai déjà vécue. Mais c'est sûr que là, l'impact que j'ai sur la société... enfin que j'essaye d'avoir, il peut pas être plus important. Le poste doré ne te manque pas. Ah non, je pense que c'est le job de ma vie. Voilà, c'est le job de ma vie. Ça fait plaisir d'entendre. Un peu plus perfide comme question. Tu as bossé chez Deezer, là maintenant tu es chez Make, il y a un enjeu de data. Ouais. J'imagine qu'il y a pas mal de data qui sont récoltées. Est-ce qu'il y a une manière, je dirais, éthique ou bonne d'utiliser cette data avec cette foule qui est organisée? Quand on ouvre la cuisine, hein, quand on passe de l'autre côté, on est une boîte de tech. C'est-à-dire qu'on est 25, sur les 25, on a plus de 12 personnes qui sont soit des techs, soit des data, parce que pour être capable là maintenant, en une journée, on est capable de poser une question ouverte à 500 000 personnes dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel pays. Enfin, on a construit une machine à vraiment engager les gens assez fortement. Donc la question de la data, elle est absolument critique. Donc on l'a mis dans ce que vérifie le Conseil éthique, mais au-delà de ça, on s'est mis au top du GPRD, etc. Et au-delà de ça, on est en train de basculer en full open source pour être complètement auditable par n'importe qui, à la fois sur notre infrastructure, mais aussi sur notre gestion des data. Super. Merci Axel. Merci beaucoup Axel Deschet. Merci.